La première chose que l'on remarque dans les Alpes, avant même le relief, avant même le froid, c'est le silence. Un silence particulier, dense, presque matériel, qui n'a rien à voir avec l'absence de bruit. Il est fait de vents lointains, de craquements de neige, du ruissellement invisible de l'eau sous la glace, du frottement des pins contre eux-mêmes. Un silence qui absorbe les voix humaines et les erreurs humaines avec la même indifférence. Ce jour-là, au début du mois de janvier, la vallée était plongée dans une lumière pâle, presque métallique. Le soleil peinait à franchir les crêtes, laissant les villages du fond dans une pénombre glacée. Les températures oscillaient autour de -10 degrés à l'aube, et malgré un ciel dégagé, la météo annonçait une dégradation rapide en altitude. Rien d'exceptionnel pour la saison. Rien qui, en apparence, ne laissait présager qu'une disparition allait bientôt mobiliser des dizaines de secouristes, des enquêteurs spécialisés et retenir l'attention des médias pendant des mois. Ils étaient deux silhouettes banales dans le décor alpin hivernal. Aucun profil extrême, aucun comportement immédiatement suspect. Lui, 37 ans, ingénieur en télécommunications, habitué aux randonnées de moyenne montagne, mais sans expérience alpine avancée. Elle, 34 ans, infirmière, sportive occasionnelle, endurante, mais peu familière des conditions hivernales prolongées. Un couple discret, installé depuis peu dans une ville de plaine, venu passer quelques jours dans un gîte isolé à plus de 1500 mètres d'altitude. Leur projet était simple, se déconnecter, marcher, respirer l'air froid, dormir loin du bruit. Ils avaient informé leurs proches de leur destination, laissé une adresse, un numéro local. Ils n'avaient rien fait d'irresponsable au regard des standards ordinaires. Le matin de leur disparition, ils quittent le gîte peu après 8h30. La propriétaire se souvient du grincement de la porte, du souffle blanc de leur respiration dans l'air glacé, de la lumière encore bleutée sur la neige tassée devant l'entrée. Ils portent des sacs à dos de taille moyenne, des vêtements chauds mais non techniques, des chaussures de randonnée d'hiver, pas de crampons, pas de piolets. Ils ont une carte papier, un téléphone chacun, une batterie externe. Leur objectif annoncé est une boucle forestière balisée, environ 12 km, avec un dénivelé positif de 500 mètres. Une randonnée qui, en été, serait considérée comme facile. En hiver, elle demande plus de temps, plus d'attention, mais reste dans les limites du raisonnable si les conditions sont stables. À 9h précises, leur téléphone capte encore le réseau. Un message est envoyé à un ami. Une photo du sentier, bordé de sapins chargés de neige, avec cette phrase anodine, presque ironique. A posteriori. Le silence est total ici. À 9h22, leur trace GPS montre une progression régulière. À 9h45, ils s'arrêtent quelques minutes, près d'un replat exposé au vent. On le saura plus tard, grâce aux données enregistrées automatiquement. Ils repartent ensuite vers une zone plus encaissée, où le sentier traverse un versant nord, ombragé, plus froid, plus humide. C'est là que tout commence à se dégrader, minute par minute, sans que rien ne paraisse encore dramatique. La température chute brutalement. Le vent se lève, accéléré par l'effet de couloir entre deux crêtes. La neige devient plus dure, presque vitrifiée par endroits. Les pas glissent légèrement. Ils ralentissent. La progression devient plus prudente. À 10h12, l'un des téléphones perd le signal. À 10h20, l'autre n'enregistre plus qu'une connexion intermittente. Le sentier, pourtant balisé, disparaît par endroits sous des congères récentes. Les marques de peinture sur les arbres sont espacées, parfois invisibles à hauteur d'homme à cause de l'accumulation de neige. Ils font une erreur classique, banale, presque invisible sur le moment.
Au lieu de revenir sur leurs pas lorsqu'ils doutent de l'itinéraire, ils avancent encore, convaincus que le balisage réapparaîtra quelques mètres plus loin. La fatigue commence à se faire sentir. La respiration devient plus courte. Le froid pénètre malgré les couches de vêtements. La transpiration, piégée, commence à refroidir le corps. À 10h35, ils s'éloignent progressivement du tracé officiel, attirés par une zone qui semble plus praticable, moins chargée en neige, sans réaliser qu'ils quittent le versant principal pour s'engager dans une combe secondaire. Mais ce que les enquêteurs allaient découvrir plus tard, c'est que cette déviation, de quelques dizaines de mètres seulement au départ, allait suffire à les sortir de toute zone de passage. À partir de là, plus aucun randonneur ne croise leur route. Plus aucun secours ne peut les repérer visuellement. À 10h50, leur téléphone cesse d'émettre. Pas brutalement, progressivement. Comme si la montagne les avait lentement avalés. À midi, la propriétaire du gîte commence à s'inquiéter. Le couple avait indiqué une heure de retour approximative, autour de 16h. Mais le ciel s'est couvert plus vite que prévu. Des nuages lourds s'accrochent au sommet. La lumière décline prématurément. À 15h30, aucune nouvelle. À 16h, toujours rien. À 17h, la nuit tombe franchement, accompagnée d'une chute brutale des températures. La neige recommence à tomber, fine, persistante. À 18h30, après plusieurs appels sans réponse, la décision est prise de contacter les secours. La première phase de recherche est méthodique, presque routinière. Le PGHM est alerté. Les coordonnées approximatives sont transmises. Les gendarmes interrogent la propriétaire, examinent le carnet de réservation, les informations laissées par le couple. Une équipe est envoyée sur le sentier annoncé. Les conditions sont déjà mauvaises. La visibilité est réduite. Le vent transporte la neige en rafales. Les lampes frontales percent à peine l'obscurité. Les secouristes avancent lentement, sondant la neige, appelant les prénoms, écoutant entre deux bourrasques. La nuit se termine sans résultat. Le lendemain, les recherches reprennent à l'aube. Un hélicoptère survole la zone dès que la météo le permet. Des chiens de piste sont déployés. Des drones thermiques tentent de détecter une signature de chaleur. Mais la température ambiante est si basse que la différence thermique est minime. Les congères se sont reformés. Les traces éventuelles ont disparu. Chaque heure qui passe réduit les chances de survie, selon les statistiques. En milieu hivernal, sans abri, sans équipement spécialisé, on parle de quelques dizaines d'heures tout au plus. Pourtant, les équipes continuent, jour après jour. Les zones sont élargies. Les combes, les ravines, les pentes raides sont inspectées. On envisage une chute, une glissade fatale, un accident discret, mais définitif. Les médias commencent à relayer l'affaire. Les visages souriants du couple apparaissent à l'écran, contrastant violemment avec les images de neige, de vent, de secouristes épuisés. Les hypothèses se multiplient. Erreur d'itinéraire, hypothermie, accident combiné. Certains évoquent même, sans fondement, une volonté de disparition volontaire, rapidement écartée par les enquêteurs. Au bout de 3 semaines, les recherches officielles sont suspendues. Non par indifférence, mais par réalisme. Le risque pour les secouristes devient trop élevé. La montagne est instable. Les avalanches sont fréquentes. La zone est déclarée trop dangereuse pour une poursuite intensive. Le dossier passe en phase d'enquête passive. Les familles sont informées. Le silence médiatique retombe progressivement. Le temps fait son œuvre, lentement, impitoyablement. L'hiver se prolonge. La neige s'accumule encore sur les hauteurs. Puis, lentement, les températures remontent.
Les premières fontes apparaissent. Les torrents reprennent leur voie. Les chemins réapparaissent par endroits, déformés, transformés. C'est un berger, montant vérifier une cabane secondaire à la limite de son alpage, qui fait la découverte. Une silhouette, ou plutôt deux, amaigrie, méconnaissable, vivante. La scène est presque irréelle. Ils sont recroquevillés dans une cavité naturelle, à flanc de pente, partiellement dissimulée par des rochers et des racines. Un abri de fortune, à peine plus large qu'un renfoncement. Leur peau est pâle, tirée. Les vêtements sont déchirés, rigidifiés par la saleté, froid accumulé. Les visages portent les marques de la fatigue extrême, des nuits sans sommeil, de la peur constante. Ils ne parlent presque pas. Leurs voix sont rauques, faibles, comme si chaque mot coûtait un effort démesuré. Les secours arrivent rapidement. Les protocoles médicaux sont déclenchés immédiatement. Hypothermie sévère, dénutrition avancée, déshydratation, lésions cutanées, début de gelure sur les extrémités. Mais ils sont conscients, lucides. Ils répondent aux questions, lentement. Les médecins sont stupéfaits. 3 mois. 90 jours. Dans ces conditions, sans équipement, sans ravitaillement extérieur, c'est une anomalie statistique presque totale. Les jours suivants, à l'hôpital, leur récit commence à émerger, fragment par fragment. Ils racontent la perte du sentier, la désorientation progressive, la peur qui monte quand la nuit tombe trop vite, la tentative de redescendre, puis la chute de l'un d'eux sur une pente glacée, sans gravité immédiate, mais suffisante pour les forcer à s'arrêter. La décision de ne pas bouger pendant la tempête, convaincus que les secours viendraient rapidement. Puis l'attente, les appels restés sans réponse, le froid, omniprésent, la faim, d'abord supportable, puis obsédante. Ils expliquent comment ils ont trouvé cette cavité par hasard, en cherchant à se protéger du vent. Comment ils ont rationné les dernières barres énergétiques pendant quelques jours, puis mangé de la neige fondue, des lichens, de rares racines exposées par les glissements de terrain. Comment ils ont appris à rester immobiles pendant des heures pour économiser la chaleur, à se réchauffer mutuellement, à gérer les engourdissements, les douleurs lancinantes. Les infections mineures, soignées avec des moyens dérisoires. Les hallucinations, parfois, provoquées par la faim et le froid. Le bruit des hélicoptères entendus au loin, trop loin. La certitude, plusieurs fois, que la mort était imminente. Les enquêteurs analysent chaque détail, les distances, la topographie. La cavité se situe à moins de 800 mètres du sentier officiel, mais dans un angle mort visuel complet, invisible depuis les axes de recherche principaux. Les drones thermiques n'ont rien détecté, parce que la température corporelle, après des semaines de dénutrition, était trop proche de celle de l'environnement. Les chiens sont passés à moins de 100 mètres, mais les vents dominants dispersaient les odeurs dans une direction opposée. Les conséquences sont multiples. Médicales d'abord. Des mois de rééducation. Des séquelles possibles. Psychologiques surtout. Stress post-traumatique, troubles du sommeil, anxiété persistante. Médiatique ensuite. Le récit fascine, interroge. Comment ont-ils survécu ? Pourquoi n'ont-ils pas été retrouvés ? Les débats sur la sécurité en montagne refont surface. Les erreurs humaines sont disséquées, protocoles réévalués. Mais au-delà des analyses, il reste une réalité brute.
celle de deux êtres humains confrontés à l'indifférence totale d'un environnement qui ne pardonne rien, mais qui, parfois, laisse une infime marge à la survie. Une succession de décisions minuscules, de hasards, de résistances physiques et mentales qui, combinées, ont permis l'impossible. Et quand on retourne aujourd'hui sur ce versant, quand on s'arrête quelques minutes, que le vent se calme, que le silence retombe, il est difficile de ne pas imaginer ces 3 mois figés dans le froid, ces nuits interminables, cette attente sans certitude. Car dans les Alpes, comme ailleurs, la montagne ne raconte rien. Elle garde tout. Et parfois, elle rend ce qu'on croyait perdu, sans explication, sans émotion, laissant aux humains le soin de comprendre ce qu'ils ont frôlé. Lorsque la nouvelle de leur survie se répand, elle provoque d'abord une incrédulité presque hostile. Dans les salles de rédaction, certains journalistes relisent les dépêches plusieurs fois, persuadés qu'une erreur s'est glissée dans les chiffres. 3 mois, en hiver, dans les Alpes, vivants. Les médecins eux-mêmes restent prudents, parlent de survie exceptionnelle mais fragile, refusent toute déclaration spectaculaire. Pourtant, très vite, les caméras s'installent devant l'hôpital. Les proches arrivent, bouleversés, hagards, comme s'ils retrouvaient des fantômes. Les retrouvailles se font sans cris, sans gestes brusques. Il y a des larmes, mais surtout une forme de sidération silencieuse. Les corps sont là, mais l'esprit, lui, semble encore coincé quelque part dans la montagne. Les premiers jours, ils dorment presque sans discontinuer. Le sommeil n'est pas réparateur, il est lourd, traversé de sursauts. Chaque bruit de couloir déclenche une crispation. Le bip régulier des machines rappelle étrangement certains sons entendus là-haut. Le craquement de la glace, le souffle du vent dans l'abri. Les infirmiers parlent à voix basse, ajustent les perfusions, surveillent la température corporelle heure après heure. La réalimentation se fait lentement, sous contrôle strict, pour éviter les chocs métaboliques. Leurs muscles ont fondu. Les gestes simples demandent un effort démesuré. Tenir un verre, lever un bras, tourner la tête devient une action consciente, pesée. Les médecins notent des signes classiques de survie prolongée en milieu hostile. Perte de masse musculaire supérieure à 30%. Carence sévère. Atteinte nerveuse périphérique. Les gelures superficielles aux doigts et aux orteils sont stabilisées, mais certaines zones restent insensibles. On parle déjà de possibles séquelles permanentes. Mais ce qui inquiète le plus l'équipe médicale, ce sont les silences. Les moments où le regard se fixe, où la respiration se bloque légèrement, comme si une image revenait sans prévenir. Enquêteurs reprennent contact dès que l'état le permet. Ils n'insistent pas. Ils savent que la mémoire, dans ces conditions, est fragmentée, altérée. Les souvenirs remontent par vagues, souvent déclenchés par des détails insignifiants. Une odeur d'eau chaude rappelle la neige fondue qu'ils buvaient goutte à goutte. La lumière blafarde d'un néon évoque les rares moments où le ciel se dégageait, révélant une clarté cruelle, presque aveuglante. Il raconte comment le temps a cessé d'exister. Les jours n'étaient plus comptés. Seule la lumière distinguait vaguement une phase de veille d'une phase de repos. Le corps dictait tout. La faim, la douleur, le froid. Mais ce que les enquêteurs allaient découvrir au fil des entretiens, c'est à quel point certaines décisions, prises dans un état de fatigue extrême, avaient paradoxalement favorisé leur survie.
le choix de rester regroupé, de limiter les déplacements, d'accepter l'immobilité plutôt que la fuite désordonnée. La compréhension intuitive que chaque mouvement inutile coûtait de l'énergie qu'il ne pouvait plus se permettre de perdre. Ils décrivent cette lutte permanente contre l'envie de bouger, de chercher, de descendre coûte que coûte. Cette impulsion humaine, presque irrépressible qui, en montagne, conduit souvent à l'erreur fatale. Ils parlent aussi des moments de rupture, des disputes étouffées, provoquées par la faim, par l'épuisement, par la peur, des accusations murmurées, aussitôt regrettées. Puis le silence, lourd, nécessaire. La conscience que l'autre était la seule ancre, la seule preuve qu'ils existaient encore. Ils expliquent comment ils se sont imposés des routines dérisoires, se réveiller à une heure estimée, se parler, même sans sujet, décrire ce qu'ils voyaient, même si rien ne changeait, toucher les parois rocheuses, rugueuses, froides, pour rester ancrés dans le réel. La cavité elle-même est examinée quelques jours plus tard par une équipe mixte de gendarmes et de secouristes. On y accède après une marche difficile, encore enneigée malgré le début du printemps. L'endroit est plus exigu qu'on l'imaginait, à peine assez haut pour s'asseoir. Le sol est humide, irrégulier. Des traces de suie témoignent de tentatives de feu avortées, probablement avec des brindilles trop humides pour brûler correctement. Quelques restes organiques sont identifiés, racines mâchées, fibres végétales. Rien qui, sur le papier, ne suffirait à maintenir 2 adultes en vie aussi longtemps. Et pourtant. Ce détail allait tout changer dans la manière dont les experts analysent leur survie. Les médecins légistes et nutritionnistes avancent une hypothèse prudente. Une combinaison rare de facteurs. Une dépense énergétique extrêmement basse due à l'immobilité prolongée. Une hydratation minimale mais constante grâce à la neige fondue. Une température corporelle légèrement abaissée, frôlant parfois l'hypothermie contrôlée, qui aurait ralenti le métabolisme. Le corps, poussé à l'extrême, serait entré dans un mode de survie archaïque, réduisant au minimum ses besoins. Une adaptation involontaire, dangereuse, mais parfois efficace. Les médias, eux, cherchent des récits plus simples, des titres accrocheurs, des angles spectaculaires. On parle de miracles, de force mentale exceptionnelle, d'amour salvateur. Les survivants refusent ces interprétations. Ils répètent qu'il n'y avait rien d'héroïque, seulement de la peur, de l'attente. Une succession de jours où il fallait simplement continuer à respirer. Ils déclinent la plupart des interviews. Leur voix tremble encore trop. Leurs souvenirs sont trop proches, trop bruts. Dans les semaines qui suivent, le débat sur la sécurité en montagne s'intensifie. Les autorités rappellent les recommandations, insistent sur l'équipement hivernal, sur la nécessité de ne jamais quitter un itinéraire balisé, de prévenir précisément de son parcours. Certains commentateurs critiquent la décision de suspendre les recherches après 3 semaines. Les responsables expliquent les contraintes, les risques pour les équipes, les limites des moyens. Les cartes sont ressorties, les trajectoires reconstituées. On montre à quel point quelques mètres peuvent faire la différence entre être vu et disparaître. Mais rien n'allait préparer le public à l'impact psychologique durable que cette affaire allait laisser sur ceux qui y avaient participé. Les secouristes, en particulier, parlent d'un mélange étrange de soulagement et de culpabilité. Soulagement de les savoir en vie. Culpabilité diffuse, irrationnelle, de ne pas les avoir trouvés plus tôt. Certains repensent aux vols d'hélicoptères passés à proximité, aux chiens qui ont marqué sans s'arrêter, aux décisions prises sous la pression du terrain et de la météo. La montagne ne laisse jamais intacte ceux qui la cherchent trop longtemps. Les survivants, de leur côté, mettent des mois à accepter de retourner dans un environnement naturel. Même une simple promenade en forêt déclenche des tensions.
Le bruit du vent dans les arbres suffit à accélérer le rythme cardiaque. La sensation d'isolement devient insupportable. Les thérapeutes travaillent patiemment, reconstruisent des repères, réintroduisent progressivement des sensations auparavant associées au danger. Le froid reste un déclencheur majeur. Le simple fait de sentir l'air frais sur la peau provoque parfois des tremblements incontrôlables. Ils finissent par raconter un détail qu'ils n'avaient pas osé formuler au début. Les derniers jours, ou peut-être les dernières semaines, le temps étant devenu flou, ils avaient cessé d'attendre réellement les secours. Non par désespoir, mais par une forme d'acceptation étrange. Ils vivaient dans un présent immédiat, réduit quelques mètres carrés, à quelques sensations primaires. La survie n'était plus un objectif conscient, elle était devenue un état, une résistance passive, une suspension. Quand on leur demande ce qui les a le plus marqués, ce n'est ni la faim, ni le froid, ni la douleur. C'est le silence. Un silence absolu, prolongé, qui finit par devenir oppressant. Pas le silence paisible des cartes postales alpines, mais un vide sonore qui amplifie chaque pensée, chaque peur. Un silence dans lequel le moindre craquement semblait annoncer quelque chose d'irréversible. Aujourd'hui, la cavité est signalée discrètement, non comme un lieu de mémoire officiel, mais comme un point sensible. Les randonneurs passent à quelques dizaines de mètres sans la remarquer. La montagne a déjà commencé à effacer les traces. La neige a fondu, puis est revenue. Les pierres ont glissé. Les racines ont repris leur place, comme si rien ne s'était passé. Et pourtant, pour ceux qui connaissent l'histoire, chaque détail du paysage prend une autre dimension. Chaque repli de terrain, chaque ombre projetée rappelle à quel point la frontière entre la disparition et la survie est mince. À quel point elle dépend parfois d'un pas de trop, d'un choix anodin, d'un instant de fatigue. La conclusion, s'il en existe une, n'est ni rassurante ni spectaculaire. Elle est brute, inconfortable. La montagne n'est ni hostile, ni bienveillante. Elle est indifférente. Elle n'offre aucune garantie, aucune justice. Elle se contente d'exister, avec ses lois physiques, ses contraintes, ses silences. Ceux qui y entrent doivent composer avec cette réalité, sans romantisme. Dans cette histoire, il n'y a pas de miracle au sens mystique du terme. Il y a une suite improbable de circonstances, une résistance humaine poussée à ses limites, et une vérité que les Alpes rappellent sans cesse à ceux qui les parcourent. Disparaître peut être instantané, mais survivre est un processus lent, douloureux, souvent invisible. Et parfois, contre toute attente, possible. Avec le recul, plusieurs mois après leur sortie de l'hôpital, le temps n'a pas réellement refermé la parenthèse. Il l'a seulement rendue moins bruyante. Leur vie a repris, en apparence, mais sur un rythme décalé, comme si quelque chose en eux refusait de se synchroniser avec le monde extérieur. Les gestes quotidiens ont retrouvé leur place, mais chaque action est désormais précédée d'un léger temps d'arrêt, presque imperceptible. Une hésitation, une vérification instinctive. Le corps, avant l'esprit, semble vouloir s'assurer que le sol est stable, que la température est supportable, que l'environnement n'est pas hostile. Ils ont changé d'appartement, non pas par nécessité matérielle, mais parce que l'ancien leur semblait trop silencieux. Les nuits étaient particulièrement difficiles. Le calme urbain, pourtant traversé de lointains bruits de circulation, se transformait en un écho direct de ce qu'ils avaient connu là-haut. Les réveils nocturnes étaient fréquents, parfois sans rêve identifiable, parfois avec des images précises, une paroi rocheuse trop proche, l'impossibilité de bouger, la sensation que l'air se raréfie. Ils ont appris à laisser une lumière allumée, à maintenir une présence sonore constante, une radio, un ventilateur, n'importe quoi qui rompe cette impression de vide. Les médecins parlent d'un processus normal,
Le cerveau, exposé trop longtemps à un stress extrême, a recalibré ses seuils d'alerte. Il réagit désormais à des stimuli autrefois anodins. Le travail thérapeutique consiste à réapprendre la sécurité, à convaincre lentement le système nerveux que le danger n'est plus permanent. Mais ce travail est long, irrégulier. Il progresse par avancées et retours en arrière. Une promenade en montagne, même sur un sentier large et fréquenté, reste inimaginable pendant des mois. Du côté des enquêteurs, le dossier est officiellement clos, mais il continue de circuler dans les formations internes. Il devient un cas d'école. Non pour désigner des coupables, mais pour illustrer les zones grises de la recherche en milieu montagnard. Les rapports techniques détaillent la topographie précise, les couloirs de vent, les angles morts visuels. On y lit que, depuis les airs, la cavité n'était qu'une ombre parmi d'autres, noyée dans la roche sombre et la neige sale. Que les trajectoires de recherche, pourtant cohérentes sur le papier, ont manqué ce point précis à cause d'une légère variation de relief. Mais ce que les enquêteurs allaient découvrir en confrontant ce dossier à d'autres disparitions similaires, c'est que ce type de situation n'est pas unique. Rare, oui. Exceptionnel, certainement. Mais pas totalement isolé. D'autres survivances prolongées ont existé, souvent passées inaperçues, parfois terminées par une issue fatale à quelques jours près. La différence tient souvent à des détails minuscules. Une cavité orientée différemment, une exposition au vent légèrement moindre, un accès à l'eau plus régulier. Les statistiques froides ne rendent pas justice à ce que ces personnes ont vécu. Elles parlent de pourcentage, de probabilité, de durée moyenne de survie. Elles ne parlent pas de la lente dégradation du corps, de la perte de sensation dans les extrémités, de l'odeur persistante de l'humidité mêlée à celle de la peau affaiblie. Elles ne parlent pas du bruit sourd du sang qui pulse dans les tempes lorsque le silence est trop long. Elles ne parlent pas de la peur sourde de s'endormir trop profondément et de ne pas se réveiller. Les proches, eux aussi, vivent avec une temporalité altérée. Pour eux, les 3 mois de disparition ont laissé une empreinte durable. Ils décrivent cette période comme une attente suspendue, sans point, d'ancrage. Les jours se ressemblaient, rythmés par les appels aux autorités, par la consultation compulsive des bulletins météo, par l'espoir fragile que la fonte des neiges révélerait quelque chose. L'annonce de leur survie a provoqué une joie immédiate, mais aussi une étrange difficulté à revenir à l'état antérieur. Comme si le soulagement ne suffisait pas à effacer la tension accumulée. Certains proches parlent d'une forme de culpabilité inversée, la sensation de ne pas avoir assez cru à leur survie, d'avoir, à un moment, envisagé le pire comme une issue plus probable, plus rationnelle. Cette pensée, pourtant naturelle face aux données disponibles, devient difficile à accepter après coup. Les psychologues expliquent que l'esprit humain cherche des récits cohérents. Or, cette histoire résiste aux schémas habituels. Elle refuse de se laisser enfermer dans une logique simple. Les médias, progressivement, se détournent. D'autres affaires prennent le relais. D'autres disparitions, d'autres drames. Mais de temps en temps, un reportage de fond réapparaît. Une émission nocturne, un podcast d'enquête. La voix du narrateur est posée, grave. Les images de montagne reviennent. Toujours les mêmes. Les crêtes enneigées, les forêts sombres. La sensation persistante que, derrière cette beauté, se cache quelque chose de profondément indifférent à la fragilité humaine. Les survivants, eux, acceptent parfois de témoigner, mais uniquement dans des formats longs, sans montage agressif. Ils refusent les questions rapides, les phrases chocs.
Ils veulent du temps. Ils veulent expliquer la lenteur, la durée. Ils insistent sur le fait que la survie n'a rien eu de spectaculaire, qu'elle n'a pas été marquée par des moments de bravoure, mais par une succession de renoncements. Renoncer à chercher trop loin. Renoncer à lutter contre le froid autrement qu'en se recroquevillant. Renoncer à l'idée d'un sauvetage imminent. Un détail revient souvent dans leurs récits, et il frappe ceux qui les écoutent attentivement. Ils expliquent qu'à partir d'un certain point, la peur a changé de nature. Elle n'était plus aiguë, plus paniquée. Elle est devenue diffuse, constante, presque neutre. Une présence de fond, comme le froid, comme la faim. Ils ne luttaient plus contre elle, ils vivaient avec. Cette adaptation psychologique, bien que dangereuse, leur a permis de ne pas céder à la panique, de ne pas gaspiller leurs forces dans des tentatives désespérées. Les experts en survie notent ce point avec intérêt. Ils parlent de dissociation partielle, de focalisation sur l'instant présent, de réduction volontaire du champ de pensée. Des mécanismes observés chez certains naufragés, chez des prisonniers de longue durée, chez des personnes isolées dans des environnements extrêmes. Des mécanismes qui, s'ils ne sont pas maîtrisés, peuvent aussi mener à l'abandon total. La frontière est fine, terriblement fine. Lorsque le printemps s'installe définitivement, que les sentiers sont à nouveau praticables, des randonneurs passent à proximité de la zone. Certains connaissent l'histoire, d'autres non. Ils marchent, parlent, prennent des photos. La montagne reprend son rôle habituel, un espace de loisirs, de défis, de contemplation. Peu imaginent que, quelques mois plus tôt, à quelques mètres de là, 2 personnes luttaient simplement pour rester conscientes. Rien n'allait préparer l'équipe qui retourne sur place pour un dernier relevé, à la sensation étrange qui les envahit. Ce n'est pas un malaise, ni une peur, plutôt une forme de respect silencieux. Le lieu n'a rien d'impressionnant. Il n'est ni spectaculaire, ni dangereux en apparence. C'est précisément ce qui le rend troublant. Il rappelle que le danger, en montagne, ne se manifeste pas toujours par des parois vertigineuses ou des avalanches tonitruantes. Il se cache aussi dans les zones banales, dans les replis discrets, dans les erreurs trop petites pour sembler graves sur le moment. La conclusion que tirent ceux qui ont suivi cette affaire de près est simple, mais difficile à accepter. La montagne ne donne aucun signal clair. Elle n'annonce pas les seuils critiques. Elle n'indique pas quand il est trop tard. Elle laisse l'humain interpréter, décider, parfois se tromper. Et lorsque la limite est franchie, elle ne réagit pas. Elle continue, immuable. Cette histoire, racontée aujourd'hui avec le recul nécessaire, n'est pas une invitation à la peur, ni un récit de triomphe. C'est un rappel. Un rappel que la survie est souvent silencieuse, invisible, et qu'elle tient parfois à une série de choix minuscules, presque insignifiants, pris dans un état de fatigue et de confusion. Un rappel que disparaître sans trace ne signifie pas toujours disparaître à jamais. Elle ne propose pas de réponse définitive. Elle laisse au contraire une question ouverte, persistante, inconfortable. Combien d'autres histoires semblables ont existé, hors champ, sans témoin, sans issue? Combien se sont terminées dans le même silence, sans qu'aucune voix ne revienne le briser? Car parfois, dans les Alpes comme ailleurs, la ligne entre la vie et la disparition n'est pas tracée par un événement brutal. Elle se dessine lentement, heure après heure, dans le froid, dans l'attente, dans ce silence épais que seuls ceux qui l'ont traversé comprennent vraiment. Avec le temps, cette affaire a cessé d'être une actualité pour devenir une référence souterraine. Pas une histoire que l'on raconte pour se rassurer, mais une que l'on évoque à voix basse,
presque avec précaution. Dans certains cercles de secouristes, elle revient tard le soir, après les briefings, quand les cartes sont rangées et que les radios se taisent. Elle n'est jamais racontée exactement de la même manière. Chacun y projette ce qu'il aurait fait, ce qu'il aurait vu, ce qu'il aurait peut-être manqué. Et à chaque fois, la même conclusion muette s'impose. Il n'y avait pas de faute évidente. Pas de décision absurde. Juste une succession de petites déviations, amplifiées par un environnement qui ne corrige jamais les erreurs humaines. Les survivants, eux, avancent lentement vers une forme de stabilité. Ils reprennent le travail à temps partiel. Les premiers jours sont éprouvants. Le bruit constant, la lumière artificielle, les interactions sociales exigent une énergie qu'ils n'ont plus l'habitude de mobiliser. Ils doivent apprendre à se concentrer à nouveau sur des tâches abstraites, à respecter des horaires, à répondre à des attentes extérieures. Parfois, au milieu d'une conversation banale, l'un d'eux se sent soudain ailleurs. Le regard se fixe. La respiration ralentit. Il faut quelques secondes pour revenir. Personne autour ne remarque vraiment. Ce sont des absences brèves, mais profondes. Ils suivent une thérapie conjointe et individuelle. Les séances sont longues, parfois silencieuses. Le thérapeute ne cherche pas à provoquer les souvenirs. Il attend qu'ils surgissent. Et ils surgissent souvent par des détours inattendus. Une sensation de sécheresse dans la bouche évoque immédiatement la soif. Une légère odeur de terre humide fait remonter l'image de la paroi ruisselante de condensation. Ils décrivent alors des détails qu'ils n'avaient jamais formulés auparavant. Le bruit de leurs propres articulations lorsqu'ils bougeaient après être restés immobiles trop longtemps. La douleur sourde dans les hanches, les épaules, qui ne disparaissait jamais vraiment. La peur très concrète de perdre l'usage de leurs jambes s'ils ne se levaient plus. Et en même temps, la certitude que se lever était dangereux. Mais ce que les enquêteurs allaient découvrir plus tard, en analysant certains éléments du récit, c'est que leur survie tenait aussi à une compréhension instinctive du terrain. Sans le savoir, ils avaient choisi une cavité orientée de manière à être protégés des vents dominants. La pente au-dessus détournait les coulées de neige. Le sol, bien que humide, permettait à l'eau de s'écouler sans inonder complètement l'abri. Rien de tout cela n'avait été calculé consciemment. C'était une forme de chance brute, presque invisible, mais déterminante. Les experts en montagne insistent sur ce point lorsqu'ils évoquent l'affaire. La survie extrême n'est presque jamais le résultat d'un seul facteur. Elle est une accumulation fragile d'éléments favorables et de décisions suffisamment bonnes pour ne pas être fatales. Une mauvaise décision peut être compensée par une autre. Un mauvais emplacement peut être sauvé par une météo temporairement clémente. Mais l'inverse est tout aussi vrai. Une seule erreur peut annuler tous les avantages. Le dossier est parfois utilisé lors de formations pour illustrer ce que l'on appelle les zones grises de la recherche. Ces espaces où la technologie atteint ses limites. Les drones, les capteurs thermiques, les chiens, les hélicoptères sont des outils puissants, mais ils ne couvrent jamais tout. Ils reposent sur des hypothèses, que la personne se déplace, qu'elle émet de la chaleur, qu'elle laisse une trace exploitable. Dans ce cas précis, aucune de ces hypothèses n'était pleinement vérifiée. Les survivants étaient immobiles, refroidis, dissimulés. Ils existaient, mais en dehors des paramètres habituels de détection. Rien n'allait préparer l'opinion publique à cette idée inconfortable. L'idée que l'on peut être vivant, conscient, et pourtant totalement invisible aux moyens de recherche modernes. Que l'on peut entendre les secours passer à proximité sans être en mesure de se signaler. Que l'on peut se trouver à quelques centaines de mètres d'un sentier fréquenté et rester hors du monde. Cette réalité pèse lourdement sur ceux qui travaillent dans le secours. Certains avouent, off the record, que cette affaire a modifié leur rapport au terrain. Pas de manière spectaculaire, mais subtile. Une attention accrue aux zones anodines. Une méfiance envers les évidences. Une conscience plus aiguë
de ce qui peut échapper au regard humain, même entraîné. Les survivants sont parfois interrogés sur ce qu'ils ont ressenti lorsque le berger les a trouvés. Ils répondent rarement de la même façon. Parfois, ils parlent d'un soulagement immédiat. Parfois, d'une incompréhension totale. Ils expliquent qu'à cet instant précis, la notion de sauvetage n'avait plus le même sens. Ils n'étaient plus dans l'attente active. Ils avaient intégré un rythme de survie fermé sur lui-même. Voir quelqu'un apparaître dans ce cadre figé a provoqué une rupture brutale, une sorte de choc cognitif. Le monde extérieur, qu'ils avaient presque oublié, revenait d'un coup, sans transition. Le berger, de son côté, a mis du temps à réaliser l'ampleur de ce qu'il avait découvert. Sur le moment, il a surtout vu 2 personnes en grande détresse. Il a agi par réflexe. Appeler les secours, donner de l'eau tiède, rester présent. Ce n'est que plus tard, en entendant les chiffres, en revoyant les images, qu'il a compris que ce qu'il avait trouvé défiait toute attente raisonnable. Il n'aime pas en parler. Il dit simplement qu'il était au bon endroit, au bon moment. Une phrase simple, presque banale, qui résume pourtant toute la fragilité de cette histoire. Les saisons passent. L'été transforme complètement le paysage. Là où il y avait de la neige, il y a maintenant des herbes hautes, des fleurs, des insectes. Le sentier est clair, évident. Les balises sont visibles de loin. Les randonneurs marchent sans imaginer qu'ils empruntent un itinéraire qui, quelques mois plus tôt, pouvait devenir un piège. Cette transformation radicale du décor renforce le caractère déroutant de l'affaire. Elle montre à quel point le même lieu peut être accueillant ou mortel selon le contexte, la météo, la préparation. Les survivants finissent par retourner une seule fois dans la région. Pas pour la montagne elle-même, mais pour une démarche symbolique. Ils ne montent pas en altitude. Ils restent dans la vallée. Ils regardent les sommets de loin. Il y a une tension dans l'air. Un mélange de fascination et de rejet. Ils savent qu'ils ne retourneront probablement jamais là-haut. Et cette décision n'est pas vécue comme une défaite. C'est une reconnaissance. Une limite acceptée. Dans leurs témoignages les plus rares, ils insistent sur un point que beaucoup de récits de survie omettent. La solitude n'était pas seulement extérieure, elle était aussi intérieure. Même à 2, il y avait des moments où chacun était enfermé dans sa propre lutte, où les mots n'avaient plus de sens, où la présence de l'autre était ressentie sans être réellement perçue. Cette solitude intérieure, ils la décrivent comme l'aspect le plus difficile à intégrer après coup. Elle ne disparaît pas complètement. Elle laisse une trace durable dans la manière de se relier aux autres. Au-delà de la montagne, au-delà des protocoles, au-delà des statistiques, il y a cette expérience brute de la vulnérabilité humaine. L'expérience d'un monde qui ne répond pas, d'un environnement qui n'interprète pas nos intentions, qui ne fait aucune différence entre l'erreur et le choix délibéré. Cette histoire ne se termine pas vraiment avec le sauvetage. Elle se prolonge dans les silences qui suivent, dans les regards qui se détournent quand on évoque le froid, dans les nuits où le sommeil reste léger, attentif au moindre bruit. Elle se prolonge dans la conscience aiguë que la survie n'est pas toujours un combat spectaculaire, mais souvent une endurance silencieuse, presque invisible. Et lorsque l'on ferme ce récit, qu'il ne reste plus que la voix du narrateur et l'image mentale des Alpes immobiles, une sensation persiste. Celle que la disparition n'est pas toujours définitive, mais que la survie, elle, laisse toujours des traces. Des traces qui ne se voient pas sur les cartes, mais qui s'inscrivent profondément dans ceux qui ont frôlé cette frontière, et qui savent désormais, mieux que quiconque, à quel point elle est mince, instable et terriblement réelle. Avec le recul de plusieurs années, cette affaire continue de circuler dans les marges, comme une histoire que l'on n'ose jamais clore complètement.
Elle ne s'inscrit pas dans la catégorie rassurante des drames expliqués, ni dans celle des exploits héroïques. Elle reste suspendue entre les deux, inconfortable, résistante à toute tentative de simplification. Et plus le temps passe, plus ce qui frappe, ce qui s'y replonge, ce n'est pas la durée de la survie, mais la lenteur avec laquelle tout s'est joué. Une lenteur presque cruelle, étirée sur des semaines où chaque journée ressemblait à la précédente, sans repère clair, sans progression visible. Les survivants racontent qu'au bout d'un certain temps, ils avaient cessé de compter les jours. Les chiffres perdaient leur sens. Il n'y avait plus de « depuis combien de temps » ni de « jusqu'à quand ». Il y avait seulement des phases de veille et des phases de repos, déterminées par la lumière ou par l'épuisement. Le corps devenait l'unique horloge. Quand les muscles refusaient de bouger, il fallait s'arrêter. Quand la soif devenait trop forte, il fallait trouver de la neige propre, la faire fondre lentement contre la peau, au prix d'une sensation de froid encore plus intense au départ. Chaque décision était dictée par une urgence physiologique, jamais par une projection vers l'avenir. Ils expliquent aussi comment leur perception de l'espace s'est modifiée. La cavité, qui au départ leur semblait étouffante, est devenue peu à peu un territoire familier. Chaque aspérité de la roche était connue, chaque zone plus humide, chaque courant d'air discret. Ils savaient où poser la main sans glisser, où s'adosser pour limiter la perte de chaleur. Le monde extérieur, en revanche, s'était réduit à quelques mètres au-delà de l'entrée. Au-delà, c'était l'inconnu, le danger potentiel, l'énergie dépensée inutilement. Cette réduction volontaire du territoire mental est un mécanisme que les psychologues reconnaissent chez certaines personnes confrontées à des environnements extrêmes. Moins on pense grand, moins on risque de se briser. Mais ce que les enquêteurs allaient découvrir en comparant leurs témoignages, c'est que cette stratégie n'avait pas été verbalisée sur le moment. Elle s'était imposée d'elle-même, presque inconsciemment. Ils n'avaient pas décidé de survivre 3 mois. Ils avaient décidé, chaque jour, parfois chaque heure, de ne pas faire un geste de trop, de ne pas gaspiller ce qui restait. Une survie fragmentée, morcelée, sans horizon clair. Certains détails de leur récit continuent de troubler les spécialistes. Ils parlent par exemple de la manière dont leur corps semblait parfois produire une chaleur étrange, diffuse, sans mouvement apparent. Les médecins y voient probablement des réactions physiologiques liées à la dénutrition et à la proximité corporelle prolongée. Mais pour eux, à l'époque, c'était presque inexplicable. Un moment fugace où le froid semblait reculer légèrement, avant de revenir, implacable. Ces sensations contradictoires ont contribué à la confusion mentale, à la difficulté de distinguer ce qui était réel de ce qui relevait de l'hallucination légère. Ils décrivent aussi les odeurs. L'odeur de la roche humide, celle de leurs vêtements, imprégnés de sueur ancienne, de terre, de neige fondue. Une odeur qu'ils ne percevaient plus consciemment après un certain temps, mais qui revenait brutalement lors des soins médicaux, déclenchant parfois des nausées ou des vertiges. Les sens, privés de variété, deviennent hypersensibles à certains stimuli et totalement indifférents à d'autres. Du côté des secours, cette affaire a discrètement influencé certaines pratiques. Sans révolution officielle, sans annonce publique, mais par petites touches. Une attention accrue aux zones non évidentes, une réflexion sur la durée réelle pendant laquelle une personne peut rester en vie sans être détectée. Certains protocoles de recherche ont été ajustés pour intégrer des scénarios auparavant jugés trop improbables pour être prioritaires. Non pas parce qu'ils sont fréquents, mais parce que leur coût humain est trop élevé pour être ignoré. Mais rien n'allait préparer ceux qui ont étudié ce dossier à l'effet qu'il aurait sur leur propre perception du temps et de la patience. Dans une société habituée à l'immédiateté, à la résolution rapide, cette histoire impose un autre rythme. Elle oblige à accepter que certaines situations se déploient lentement, sans climax, sans moment spectaculaire. Une lente dégradation suivie d'une lente remontée. Une temporalité qui échappe au récit traditionnel.
Les survivants, eux, disent souvent que la chose la plus difficile à expliquer est ce qui s'est passé après le sauvetage, une fois l'urgence dissipée. La phase où tout le monde s'attend à une libération émotionnelle, à un soulagement net. En réalité, cette phase a été floue, parfois vide. Ils se sont retrouvés confrontés à des choix ordinaires, à des contraintes sociales, à des attentes extérieures, alors qu'ils sortaient d'un monde où chaque décision était dictée par la survie immédiate. Ce décalage a créé une forme de malaise, une impression d'irréalité persistante. Ils racontent qu'il leur a fallu du temps pour accepter que la souffrance n'avait plus de fonction. Là-haut, chaque douleur avait un sens. Elle signalait le froid, la faim, l'épuisement. En bas, la douleur psychologique semblait gratuite, sans utilité apparente. Cette transition est souvent mal comprise par l'entourage, qui imagine que le plus dur est passé. En réalité, une autre phase commence, plus discrète, mais tout aussi exigeante. Les nuits restent longtemps compliquées. Même des années après, certains bruits déclenchent des réactions immédiates. Le vent contre une fenêtre, un craquement soudain dans une maison silencieuse. Le cerveau, conditionné par des semaines de vigilance extrême, met du temps à désapprendre. Les thérapeutes parlent de mémoire corporelle, de traces somatiques, des souvenirs qui ne passent pas par les mots, mais par les sensations, lorsqu'ils sont. Interrogés sur ce qu'ils ont appris de cette expérience, ils évitent les grandes leçons. Ils ne parlent pas de force intérieure, ni de dépassement de soi. Ils disent simplement qu'ils ont compris à quel point le corps et l'esprit peuvent s'adapter à des conditions que l'on juge, de l'extérieur, insupportables. Et à quel point cette adaptation a un coût invisible, étalé dans le temps, qui ne disparaît pas avec les applaudissements, ni avec les articles de presse. Dans certaines formations de secourisme, un extrait anonymisé de leur témoignage est parfois lu. Pas pour impressionner, mais pour rappeler une vérité simple. Tant qu'il n'y a pas de certitude absolue, il peut y avoir de la vie. Une phrase qui semble évidente, mais qui prend un poids particulier quand on sait ce qu'elle recouvre. Elle invite à la prudence dans les conclusions, à l'humilité face à l'incertitude. Lorsque l'on retourne mentalement au point de départ de cette histoire, à ce matin d'hiver apparemment banal, tout semble dérisoire. Une randonnée prévue, un sentier balisé, une météo acceptable. Rien d'extraordinaire. Et pourtant, c'est précisément cette banalité qui rend l'histoire si troublante. Elle rappelle que le basculement ne se produit pas toujours dans des conditions extrêmes. Il peut survenir dans un cadre familier, presque rassurant. Des zones où la logique vacille, où les certitudes se dissolvent, où la survie prend des formes inattendues. Ce n'est pas une histoire qui se termine sur une note triomphante. C'est une histoire qui se referme lentement, laissant derrière elle une impression persistante, difficile à nommer. Une impression faite de froid, de silence, d'attente. Une impression que, parfois, disparaître sans trace ne signifie pas être perdu immédiatement. Mais que survivre, dans ces conditions, n'est jamais une victoire simple. C'est un état transitoire, fragile, qui laisse des empreintes profondes bien après que les montagnes ont retrouvé leur calme apparent. Et peut-être est-ce là, finalement, la chose la plus dérangeante dans cette affaire. La montagne n'a rien changé. Les sentiers sont toujours là. Les cartes n'ont pas été redessinées. Les saisons continuent de se succéder. Ce sont les humains, et eux seuls, qui portent désormais le poids de ce qu'ils ont vécu. Un poids silencieux, invisible, mais bien réel. Cette histoire s'arrête là où, en réalité, elle continue à vivre, discrètement, dans les corps, dans les souvenirs, dans les silences. La disparition, les recherches, la survie hors norme,
le sauvetage, tout cela forme une ligne narrative claire. Mais ce qui reste, ce qui persiste longtemps après que les projecteurs se sont éteints, ne suit aucune chronologie logique. Dans les Alpes, le paysage n'a gardé aucune mémoire visible de ces 3 mois. La neige est tombée, a fondu, puis est revenue. Les pierres ont glissé. L'eau a creusé de nouveaux sillons. La végétation a repris ses droits. La cavité existe toujours, mais elle n'a rien de particulier pour celui qui ne connaît pas son histoire. Elle ne signale rien. Elle ne prévient de rien. Elle est simplement là, comme des milliers d'autres replis de roches disséminés dans la montagne. Et c'est précisément cela qui dérange. Cette absence totale de traces, cette indifférence du décor face à ce qui s'y est joué. Pour les survivants, la montagne n'est plus un lieu abstrait. Elle n'est plus un symbole de liberté ou de dépassement. Elle est devenue une réalité concrète, inscrite dans leur mémoire corporelle. Une réalité faite de froid qui s'infiltre lentement, de fatigue qui ne disparaît pas, de silence qui finit par peser plus lourd que le bruit. Ils savent désormais que le danger ne se manifeste pas toujours de manière spectaculaire, qu'il peut s'installer doucement, presque imperceptiblement, jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour revenir en arrière. Les enquêteurs, les secouristes, les médecins, chacun à leur manière, ont été confrontés à leurs propres limites. Limites des outils, limites des protocoles, limites de la prévision humaine. Cette affaire n'a pas révélé une faille unique, identifiable, corrigeable. Elle a mis en lumière un ensemble de zones d'ombre, d'interstices, où la réalité échappe aux cadres habituels. Des espaces où la vie peut subsister sans être détectée, et où la mort peut survenir sans bruit. Ce récit ne délivre pas de morale simple. Il ne dit pas qu'il suffit de vouloir pour survivre. Il ne dit pas non plus que tout peut être contrôlé avec suffisamment de préparation. Il rappelle quelque chose de plus inconfortable. La survie dépend parfois d'un équilibre fragile entre décisions humaines et circonstances incontrôlables. Un équilibre qui peut basculer à tout moment, sans avertissement. Dans les mois qui ont suivi, beaucoup ont cherché à donner un sens à cette histoire, à y voir un miracle, une leçon, un symbole. Mais pour ceux qui l'ont vécu, directement ou indirectement, le sens n'est pas une construction intellectuelle. Il est inscrit dans les sensations, dans la manière dont le froid est perçu différemment, dans la façon dont le silence n'est plus jamais totalement neutre, dans cette vigilance diffuse qui ne disparaît jamais complètement. Et peut-être est-ce là la véritable conclusion. Pas une fin nette, pas une réponse définitive, mais une trace durable. Une trace qui rappelle que disparaître sans trace ne signifie pas toujours être perdu immédiatement, et que survivre, parfois, ne ressemble pas à une victoire, mais à une lente traversée. Une traversée faite d'attentes, d'adaptations, de renoncements successifs. Les Alpes, elles, continueront d'attirer, de fasciner, d'absorber les pas humains sans distinction. Elles ne raconteront rien de cette histoire à ceux qui les parcourent demain. Mais pour ceux qui savent, pour ceux qui ont frôlé cette frontière invisible, chaque vallée, chaque versant, chaque zone d'ombre porte désormais une question silencieuse. Une question sans réponse claire.